Langley, Virginie, États-Unis. Le bureau du directeur de la CIA ressemble à celui de n'importe quel médecin de province. Ouvrage de référence sagement alignés sur l'étagère, diplômes et photos soigneusement accrochés au mur, et sur la table une balle de baseball dédicacée par Johnny Bench, le receveur de Cincinnati Reds. Bob Archer se rend bien compte que je ne m'attendais pas à ça, et je le soupçonne d'avoir choisi volontairement cet endroit pour l'interviewer. Dès qu'on évoque la CIA, on pense tout de suite à deux choses. Deux mythes aussi populaires que tenaces. 1. Que notre mission consiste à parcourir la planète de long en large pour y déceler toutes les menaces possibles et imaginables qui pèsent sur les États-Unis. 2. Que nous en avons les moyens. Tout cela découle directement de la nature même de l'organisation. Le secret. Le secret, ça fonctionne comme un trou sans fond. Et il y a toujours des paranoïaques pour essayer de le combler avec leur élucubration. Vous savez qui a tué machin et machine? Il paraît que c'est la CIA. Et ce coup d'État dans cette république bananière là, encore un coup de la CIA. Faites gaffe quand vous surfez sur Internet, hein. La CIA garde une trace de tous les sites web consultés par les citoyens américains. Voilà l'image que la plupart des gens avaient de nous avant la guerre, une image qu'on faisait tout pour encourager. On voulait que nos ennemis deviennent parano, qu'ils nous craignent, et qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de tenter quoi que ce soit contre la population américaine. L'image de la pieuvre omnisciente, c'était bien pratique. Le seul souci, c'est que nos propres citoyens finissaient par y croire eux aussi. Et à votre avis, qui portait le chapeau dès qu'une catastrophe totalement inattendue survenait quelque part? Ce pays de tarés là, où s'est-il procuré ces missiles? Qu'est-ce qu'ils foutent à la CIA? Pourquoi tous ces gens ont-ils été massacrés par des fanatiques? Qu'est-ce qui branle à la CIA? Et pourquoi on nous a pas dit que les morts ressuscitaient avant qu'ils se mettent à gratter à nos portes, hein? Pourquoi? Putain de merde, quel guignol à la CIA! La vérité, c'est que ni la CIA, ni aucune des officines gouvernementales et paragouvernementales n'ont jamais été omniscientes. D'abord, on a toujours manqué d'argent. Toujours. Même pendant la guerre froide, à la glorieuse époque des chèques en blanc. Impossible d'avoir des yeux et des oreilles vraiment opérationnels dans toutes les arrière-salles, les bureaux, les rues, les caves, les bordels, les bunkers, les domiciles, les voitures et les cocottes minutes de cette foutue planète. Comprenez-moi bien, on n'était pas non plus complètement impuissants. Et on peut légitimement assumer certaines des opérations que nos fans et nos détracteurs nous collent sur le dos depuis des années. Mais si vous gobez toutes les théories du complot à la con, de Pearl Harbor jusqu'à la Grande Panique, vous obtenez une organisation beaucoup plus puissante que les États-Unis eux-mêmes, voire que tous les gouvernements de la Terre réunis. Non. Nous ne sommes pas une superpuissance de l'ombre, gardienne de secrets immémoriaux ou détentrice de je ne sais quelle technologie extraterrestre. Nous avons des limites bien réelles et des buts extrêmement précis. Alors pourquoi perdre notre temps à étudier chaque danger potentiel? Ce qui nous ramène au second mythe, le véritable rôle d'une agence de renseignement. On ne peut pas se permettre d'envoyer nos agents un peu partout dans le monde, dans l'espoir qu'ils démasquent je ne sais quel nouveau complot. Au contraire, on doit se focaliser sur les dangers existants. Si notre voisin soviétique essaie de foutre le feu chez nous, on n'aura pas le temps de se préoccuper de l'arabe du coin. Et si ensuite on tombe nez à nez avec ce même arabe dans le jardin, on n'aura pas davantage le temps de s'occuper de la République populaire de Chine. Et si un jour les Chinois sonnent à la porte avec un avis d'expulsion dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre, la dernière chose qu'on va faire, c'est regarder derrière nous pour vérifier si un mort-vivant ne se balade pas dans le coin. Mais le fléau trouve son origine en Chine, pourtant. En effet, tout comme l'un des plus grands Maskirovska de l'histoire de l'espionnage moderne. Pardon? C'était un leurre, un canular. Les Chinois savaient pertinemment qu'on les surveillait constamment. Et ils se savaient incapables de nous cacher leurs purges sanitaires. Ils ont compris que la meilleure façon de cacher leur exaction restait encore de les commettre au vu et au su de tout le monde. Plutôt que de mentir sur les purges elles-mêmes, ils ont menti sur le pourquoi des dites purges. La révolte des dissidents. Plus grave encore, la crise du détroit de Taïwan. La victoire électorale du Taïwan National Independence Party. L'assassinat du ministre chinois de la Défense. Les complots, les menaces,
Les manifestations et les émeutes qui y ont suivi, c'était piloté en sous-main par le ministère de la Sécurité nationale. Tout ça pour détourner l'attention, pour que personne ne se rende compte de ce qui se passe vraiment en Chine. Et le pire, c'est que ça a marché. Tous les renseignements qu'on obtenait sur la Chine, les disparitions inexpliquées, les exécutions de masse, les couvre-feux, le rappel des réservistes, on collait ça sur le dos des procédures standards chinoises. En fait, ça a trop bien marché. Après la crise du détroit de Taïwan, on redoutait tellement que la Troisième Guerre mondiale nous tombe dessus qu'on a réduit l'activité de nos agences au strict minimum dans les pays qui commençaient à subir eux aussi leur première épidémie de morts-vivants. Les Chinois étaient à ce point efficaces, et nous avons été très mauvais. Ce n'était pas franchement glorieux pour l'agence, mais on se focalisait sur nos propres purges. Vous voulez dire les réformes? Non, non, les purges, parce que c'était exactement cela. Quand Staline a fait fusiller ou déporter les meilleurs stratèges militaires, il a fait moins de dégâts à la sécurité intérieure de son pays que le gouvernement des États-Unis avec toutes ses réformes. Notre dernier micro-conflit en date tournait à la débâcle. Et qui a dû payer les pots cassés, à votre avis? On nous avait ordonné de justifier une décision politique par tous les moyens. Et quand cette politique s'est avérée désastreuse, ceux-là même qui nous commandaient ont rejoint la meute et se sont mis à nous montrer du doigt en beuglant. « Mais qui vous a demandé de faire la guerre? Qui est responsable de tout ce bordel? La CIA !» Impossible de les envoyer chier sans violer le secret défense, bien sûr. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était s'asseoir et encaisser bien sagement, en silence. Et pour quel résultat, au final? La fuite des cerveaux. Pourquoi serrer les dents et accepter de jouer les victimes quand on peut se tirer dans le privé? Pourquoi, hein? Ça paie mieux, les horaires sont convenables, il arrive même que les gens pour qui vous vous démenez jour et nuit finissent par avoir un peu de respect et de considération pour vous. On a perdu quantité d'excellents éléments comme ça. Des types d'une expérience inestimable, de l'initiative et des capacités d'analyse sans pareil. Tout ce qui restait après ça, c'était une bande de flemmards, de myopes et de nuques. Mais il restait encore quelques personnes compétentes, non? Oui, bien sûr que oui. Certains sont restés tout simplement parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas là pour l'argent, et ils se foutaient des conditions de travail ou des petites primes. Ils étaient là parce qu'ils voulaient servir leur pays. Ils voulaient protéger leurs concitoyens. Mais même avec un idéal en béton, il arrive forcément un moment où on finit par constater que toute cette énergie, tout ce temps passé à suer sang et eau, tout ce qu'on a fait, tout cela a servi à rien. Et vous saviez ce qui était en train de se produire? Non. Non, rien de précis. Aucune information fiable ne confirmait que... Mais vous aviez des doutes. Je sentais quelque chose, oui. Vous pouvez préciser? Non, je suis désolé. Mais j'ai abordé le sujet plusieurs fois avec mes collègues, ça au moins je peux vous le dire. Et toujours la même réponse. On viendra à ton enterrement, promis. C'est ce qui s'est passé. J'ai fini par parler à quelqu'un qui, disons, avait un certain pouvoir. Juste un entretien de 5 minutes, histoire de lui faire part de mes inquiétudes. Il m'a remercié d'être venu le trouver, et il m'a assuré qu'il y jetterait un œil immédiatement. Le lendemain, j'ai été muté, à Buenos Aires, immédiatement. Vous voyez? Vous aviez entendu parler du rapport Warm Brown Knight? Plus tard, oui, mais à l'époque. L'exemplaire que Paul Knight a délivré en main propre au directeur de l'agence, on l'a retrouvé dans le tiroir d'une employée du FBI de San Antonio, plus de 3 ans après la Grande Panique. Mais bon. De toute façon, ça n'aurait servi à rien. Juste après ma mutation, Israël a fait sa déclaration publique de quarantaine volontaire. Tout d'un coup, on n'avait plus le temps de voir venir. On connaissait les faits. Il fallait juste trouver quelqu'un pour les croire.